Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus voir ce talk sur le reconditionnement de la plateforme de Back Market. Antonin et moi, on va essayer de vous raconter cette histoire durant les 30-40 prochaines minutes et essayer de répondre à un maximum de vos questions. Avant toute chose, c'est vrai, vous avez été assez nombreux à nous contacter pour savoir si la rumeur était vraie, est-ce qu'on avait réellement changé de cloud provider pour passer d'AWS à GCP. C'est le cas. Depuis 24 heures environ, pour être complètement transparent avec vous, la dernière migration vient de se terminer. Donc on pouvait vous raconter cette histoire. Et cette histoire, on va vous la raconter en essayant de repartir un petit peu en arrière pour donner un maximum de contexte à comment cette idée est germée, comment c'est devenu une stratégie et comment on l'a exécutée sur les 6 derniers mois qui viennent de s'écouler. Et on va essayer de vous donner quelques suggestions, quelques pro tips sur comment approcher des programmes de cette ampleur et comment convaincre, surtout que ça peut être une bonne chose à faire. Avant toute chose, j'aimerais bien vous poser quand même une question. Qui est sur AWS dans l'audience? Il y a quand même énormément de mains levées. Qui est sur GCP? Beaucoup de mains levées aussi. Je reconnais quelques collègues au passage. Et donc, dernière question, qui a envie de changer de cloud provider ou se pose la question? Très intéressant. Alors, il y a un peu moins de mains levées, mais alors, du coup, peut-être qu'on espère que cette présentation vous donnera quelques idées. Alors, du coup, si on revient un petit peu en arrière sur l'histoire de Back Market, je vous la fais rapidement. Je pense que vous êtes nombreux à déjà connaître Back Market. On est une licorne française créée en 2014. On a été marqué énormément par notre histoire d'hypercroissance. C'est quelque chose qui a vraiment rythmé la vie de Back Market. Pour atteindre maintenant une présence dans 18 pays avec plus de 700 salariés, on a 10 millions de clients à l'heure actuelle et plus de 1700 vendeurs. Encore une fois, on est une marketplace de vente de devices électroniques reconditionnés. Donc on a cette double nature de B2C et B2B. Et on est fiers de pouvoir vous annoncer qu'on a réussi, au travers de notre activité, à éviter la production d'1 million de tonnes de CO2 évitées, le reconditionnement des devices permettant évidemment une approche bien plus écologique que l'extraction de matériel pour produire 100% du device. On est maintenant certifié B Corp et on est société à mission. Et d'un point de vue technique, on a une infrastructure qui monte jusqu'à 40 000 containers. On a 4 millions de visiteurs uniques par jour et on est né dans le cloud. Infogéré, mais dans le cloud. Si je prends la première phase de croissance de Back Market de 2014 à 2018, pour matérialiser un petit peu dans l'esprit de tout le monde ce que ça veut dire hypercroissance pour nous, le premier chiffre, c'est la densité organisationnelle. On est passé de 5 à 100 employés en 4 ans, sachant que l'entreprise a été créée fin 2014. Vous pouvez imaginer que chaque année, c'est un doublement, un triplement du nombre d'employés qu'on avait à l'intérieur de l'entreprise. On est, comme je le disais, on est né dans l'infogérance. On avait un infogéreur qui gérait absolument tout pour nous. C'était une très bonne relation dans les premières années de Back Market. C'était un tout petit infogéreur qui prenait en charge l'infrastructure, l'observabilité, l'astreinte, le capacity planning, les releases. Bref, à peu près tout ce qui est associé à des opérations était géré par l'infogéreur. Donc c'est une stratégie qui a bien marché pendant les 4 premières années de vie de Back Market, mais on sent que quand on face de soi, nous, on double nos capacités tous les ans. Forcément, la relation finit par au bout d'un moment se détériorer. Et on décide donc en 2018 d'internaliser la plateforme pour en prendre le contrôle et avoir beaucoup plus de scalabilité, beaucoup plus de flexibilité. Et évidemment, on propose un reboot architectural à ce moment-là. Si on décrit un peu le contexte du coup en 2018, donc cette infogérance complète, c'est un asset, mais on commence à en atteindre un peu les limites techniques. On va le voir tout de suite, Antonin va nous l'expliquer. Mais on n'a pas de ressources internes dédiées à Back Market à ce moment-là pour côté plateforme. Alors quand je dis pas de ressources dédiées, ça veut dire pas de SRE, pas d'IT, pas d'infra et pas d'équipe sécurité à plein temps. Et Back Market pourtant se porte très bien. Notre infrastructure est complètement une black box, donc vraiment les développeurs délèguent totalement leur confiance et une part de responsabilité à l'infogéreur. Et donc en plus de toutes ces limites organisationnelles qu'on a atteintes, il y a bien sûr des limites techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on n'a pas du tout de service discovery. Donc dès que l'infogéreur fait des modifications de configuration, on est obligé de récupérer la conf manuellement sur la console AWS. À cette époque-là, on n'a pas non plus du tout d'autoscaling. Ça veut dire que on passait notre temps à faire des tickets auprès de l'infogéreur ou faire des calls avec eux pour les prévenir de campagnes marketing à venir ou bien de pics de charge. Et bien sûr, quand les pics de charge n'étaient pas attendus,
je vous laisse imaginer que la plateforme tenait plus ou moins bien la charge. Et pour ne pas arranger les choses, on n'a pas de CDN. Et en plus de tout ça, à l'époque, on n'a pas de WAF, pas de SSO, pas de bot management, 20 minutes de downtime à chaque release, et la perf n'est pas du tout notre priorité. Donc ça, c'est un petit peu l'état d'esprit de nos ops à l'époque. Donc pour Back Market, tout va bien. On a de la croissance, on ouvre des nouveaux marchés, on attire de nouveaux clients, nos équipes grossissent, mais les ops voient bien que tout autour d'eux, la plateforme ne va pas très bien. Là, ici, vous pouvez voir l'architecture que notre infogéreur avait mis en place. Donc tout tournait sur des VM. On avait des auto-scaling groups, mais qui étaient déclenchés manuellement par l'infogéreur. On avait des reverse proxy Nginx, deux monolithes, un monolithe front en Next.js et un monolithe back-end écrit en Python avec du Django. À côté de ça, on s'appuyait sur des services AWS avec Aurora MySQL. On avait aussi du Redis et du Memcache pour du cache en mémoire. Et on avait une partie qui tenait plutôt bien la charge. En fait, c'était la partie CloudFront plus S3 parce qu'elle était gérée entièrement par Amazon. Donc ça, c'est pour l'état des lieux en 2018. Mais c'est aussi en 2018 où on a commencé à écrire notre vision pour la plateforme et la stratégie associée. Donc déjà, notre vision, c'était de se dire, il faut absolument qu'on puisse maîtriser notre plateforme pour pouvoir soutenir la croissance. On voyait bien que les capacités de l'infogéreur, que sa rapidité d'exécution, ses capacités d'évolution, n'allaient pas avec nos besoins de croissance rapide. Nous, on voulait absolument avoir une plateforme qui était scalable, qui était évolutive et qui allait répondre à toutes nos attentes. C'est aussi à cette époque-là où on s'est dit, on veut que nos équipes de dev puissent être concentrées sur le produit. Et c'est à ce moment-là que a commencé à germer dans nos têtes l'idée d'avoir une équipe plateforme dédiée. Comme ça, les équipes de dev pouvaient être concentrées sur le produit, répondre aux besoins business, et derrière, ils auraient pu s'appuyer sur une équipe pour gérer l'infrastructure. Et le dernier point, c'est qu'on voulait absolument miser sur l'écosystème Cloud Native, parce que c'est un écosystème qui était tellement vaste, qui bougeait très vite, et donc on voulait pouvoir s'appuyer sur soit des standards, soit des choses qui allaient le devenir. Et donc à côté de ça, notre stratégie, ça a été d'internaliser la plateforme en restant sur AWS, parce que notre infogéreur y était déjà. Mais par contre, ça nous permettait de supprimer un intermédiaire entre le cloud provider et nous. On a voulu aussi déporter énormément de features sur les edge, en mettant d'abord du CDN pour avoir du cache, pour être au plus près des internautes, d'être plus rapide et d'absorber les pics de charge. Mais on a aussi voulu mettre pas mal de features de sécurité sur ces edge. On a lancé une troisième chose qui était la migration pour supprimer totalement les VM, containeriser nos applications et les déployer dans Cube. Et on a commencé aussi à écrire notre stratégie de make or buy, qui finalement était plutôt une stratégie de buy parce que ce qu'on se disait à l'époque, c'est que si on a un partenaire qui est fiable et qui peut répondre à nos besoins business, il valait mieux qu'on fasse appel à lui plutôt que de passer des mois ou des semaines à développer des outils, alors que ce partenaire-là pouvait nous le fournir en quelques jours. Et c'était toujours dans l'idée, en se gardant à l'esprit, on veut soutenir la croissance et on ne veut surtout pas ralentir le business. Et le dernier point, être cloud agnostique. Donc même si on restait sur AWS, on avait toujours une petite idée dans la tête. Et voilà, donc on voulait rester absolument cloud agnostique. Cette petite idée, vous la voyez arriver de très loin, c'était GCP, pourquoi pas. En fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'en passant sur un écosystème cloud native, comme vous n'en doutez, avec la pierre angulaire qui est Kubernetes, on allait adopter très très fort un écosystème qui était full cube. Et GCP à l'époque proposait déjà GKE, qui était un service relativement mature en comparaison d'EKS, qui était en pré-alpha. Donc pour nous, c'était pas suffisamment stable. On avait eu un petit peu notre avis sur le CNI aussi d'AWS. Donc on s'est dit, bon, on va internaliser la plateforme et on va l'internaliser rapidement pour éviter de re-signer un contrat d'engagement avec notre infogéreur. Et donc du coup, c'est une migration qui n'a pas eu lieu en 12 mois, en 6 mois, mais vraiment en 1 mois. Donc c'est-à-dire qu'on a internalisé la plateforme et changé l'architecture, passé de VM à container, orchestré avec Cube et pas mal d'outils cloud native en 1 mois. Donc vous en doutez, quand on exécute ce genre de migration un peu extrême en termes de contraintes de temps, en one-man army en 1 mois, c'est pas le moment de changer de cloud provider, c'est beaucoup trop dangereux, on n'est pas suicidaire.
Mais par contre, on est resté cloud agnostique, comme le disait Antonin, pour se laisser le choix. Si jamais cette question elle reste intéressante au travers du temps et qu'on a réellement un intérêt de changer de cloud provider, on veut garder la porte ouverte. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, en 2018, donc forcément vous en doutez, si on se posait cette question, on a été voir plusieurs infogéreurs, on a été voir plusieurs hosting providers également, pour se faire une idée, pour se dire est-ce qu'on ne peut pas trouver des intérêts aussi économiques, etc., avec d'autres acteurs, est-ce que c'est quelque chose qui a du sens? Et nous avons un customer engineer côté GCP sur la partie data management qui nous a dit vraiment, quote, vous n'allez pas pouvoir migrer chez nous sans effort substantiel au niveau de la base de données. À l'époque, on était client Aurora, et en fait, comme vous le savez, je pense pour la plupart d'entre vous, Aurora propose un réplica lag qui est d'une latence très très faible, et le piège, et on est tombé dedans, c'est qu'on en devient vite dépendant, et que quand le réplica lag augmente, on commence à découvrir que ces workloads ne sont pas forcément très tolérants à l'éventual consistency. Et donc ce Customer Engineer nous a contre-intuitivement du coup dit si vous venez chez nous, ça va être compliqué, vous allez avoir pas mal d'efforts à faire. Alors, je suis sûr que, pareil, bon nombre d'entre vous ont eu des phases de pre-sales avec des cloud providers. Généralement, on fait tout pour générer de la confiance en un service. Et cette mise en garde, en fait, quelque part, elle sort des chemins battus de ce qu'on voit en phase de pre-sales. Et chez nous, ça a généré une confiance assez importante. On s'est dit, on n'est pas encore en train de travailler ensemble, peut-être qu'on ne le sera jamais, mais on est déjà en train de créer un tissu de confiance. Du coup, quelques pro tips au passage. En hypercroissance, l'inertie est plus dangereuse que la prise de risque. Le format tout à l'heure dont on parlait de migration est un peu extrême, mais la réalité, c'est qu'à la vitesse à laquelle on grandissait, la menace, c'était de ne pas être capable d'adresser la migration avant de devenir suffisamment gros pour avoir plusieurs équipes à synchroniser, pour avoir beaucoup de choses à bouger. La deuxième chose, c'est que vraiment, évidemment, quand on prend ces prises de risque, il faut avoir une culture de la prise de risque. Ça évite qu'au moment où on se dit « allez, on y va », tout le monde monte en pression et ça devient difficile à gérer. Si on a l'habitude de se jeter dans le vide de manière métaphorique, ça devient un peu plus simple de le faire. La relation de confiance avec le provider, je viens de le dire. Et dernier point, comme le disait Antonin, buy, 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 make later. La réalité, c'est quand on est en une startup à hyper croissance, la ressource dans laquelle on manque le plus, c'est le temps. Quelque part, vous allez me dire, comme toutes les entreprises, mais là, à l'extrême. Donc on peut littéralement enchaîner des signatures de contrats, accepter l'overhead économique pour gagner du temps et aller plus vite sur son time to market. Petit message pour les early stage engineers et founders, définissez un error budget quand vous faites des migrations extrêmes. Et un error budget n'a pas besoin d'être 15 pages Confluence, mais réellement juste un contrat sur lequel on se met d'accord sur ce qui est un outage et ce qui ne l'est pas. Ça permet de rester la tête dans le guidon et de ne dévisser que réellement quand on a quelque chose à adresser. Des montées de 500, à vous de définir, latence, ce n'est pas forcément quelque chose qui nécessite d'être adressé. Si on avance de 2018 à deuxième moment clé et si on approche le moment de la migration en tant que tel, en fait, Back Market, la deuxième phase d'hypercroissance, elle est de 2018 à 2023. Et là, cette fois-ci, on passe non pas de 5 à 100, mais de 100 à 700 employés. Comme vous en doutez, c'est un vrai chamboulement organisationnel. On passe à plus d'une trentaine d'équipes. Maintenant, on est plus proche des 40 d'ailleurs. On a 2 niveaux de management en plus. Il y a beaucoup de problématiques de coordination. Donc il faut qu'on change de stratégie. On ne peut plus avoir une petite équipe qui prend énormément d'opérations, qui sanctuarise les développeurs sur l'apport produit. On doit de nouveau changer de strat, on doit de nouveau moderniser l'architecture et probablement arrêter d'être agnostique, ça commence à nous coûter un peu trop cher. Et donc d'un point de vue organisationnel, on le sent aussi dans la plateforme. La plateforme, encore une fois, en 2018, c'est une personne, en début 2018. Arrivé en 2023, on est plus proche des 80. Donc ça a vraiment explosé en termes de taille et on est toujours centré sur des pôles de compétences. Donc c'est quelque chose qui est relativement classique avant de faire des verticales. On a une équipe infra, une équipe SRE, une équipe IT, une équipe sécurité, des équipes de développeurs expérience. Et donc qui fonctionnent réellement centrés sur leurs compétences. Et surtout, comme je le disais, on a cloisonné complètement la plateforme et le produit. C'est pas très DevOps tout ça, nous diront certains. Et en fait, on l'a fait pour que le produit reste la tête dans le guidon. On s'est dit, à plateforme, on prend toutes vos opérations. Donnez-nous vraiment tout ce que vous ne pouvez pas faire, tout ce que vous ne savez pas parfois faire, et gardez la tête à fond sur l'ajout de valeur. Et de nouveau, donc en 2023, en plus des limites organisationnelles, on a atteint un certain nombre de limites techniques. Donc on opère nos clusters Kubernetes sur COPS depuis 5 ans. Mais on se rend compte que ça commence à nous prendre beaucoup de temps. Donc bien évidemment, on a développé de l'automatisation, on a acquis une expertise,
même les mises à jour se font sans risque et sans outage. Mais quand on compare le temps que ça nous prend d'opérer cette plateforme par rapport au temps que ça nous prendrait si on faisait appel à une solution managée sur le cloud provider, on voit que on perd énormément de temps. Un autre point, c'est que nos coûts de maintenance commençaient à augmenter pas mal. Et ça, on le voyait surtout quand on ouvrait soit des nouveaux pays ou des nouveaux continents. Comme la plateforme avait grossi, les façons de faire avaient changé, on se retrouvait à chaque évolution à passer énormément de temps pour rajouter des petites choses, et on sentait que c'était plus tenable. Et tout ce temps perdu, finalement, ça nous a empêché de faire le platform engineering et de l'emmener là où on voulait. Donc on avait créé des modules Terraform pour les équipes de dev, on avait fait de la doc aussi. Sauf que, faute de temps, on ne les a pas accompagnés. Et dans des changements comme ça, si on sous-estime l'accompagnement, si on sous-estime le temps pour pouvoir aider les devs à lancer ce mouvement-là, eh ben la mayonnaise ne prend pas. Et le dernier point, il faut savoir que depuis 2019, notre plateforme d'analytics était sur BigQuery dans GCP. Et donc pour alimenter cette plateforme analytics, on a envoyé toutes nos données de AWS vers GCP, avec des coûts de trafic sortant associés. Et en regardant en 2023 ce que ça nous coûtait, c'était encore acceptable, mais par contre, en faisant des projections à 10 ans, on voyait que ça allait plus du tout être tenable. On vous a fait une architecture simplifiée, vraiment ce qui sert le trafic de back market sur le web, ce qui nous permet d'être live. Vous vous doutez quoi, si on met toute l'architecture, ça va être relativement dense. Mais du coup, sur cette architecture qui prend le trafic de nos clients, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'elle est répliquée sur 3 régions. Donc on a une plateforme aux US, une plateforme en Europe, une plateforme en Asie-Pacifique. Et à chaque fois, on a un environnement de prod et de non-prod. Donc sur le schéma, là, vous allez voir, on a des clusters COPS qu'on manage nous-mêmes. Et comme on les opère nous-mêmes, pour augmenter la disponibilité, avec le temps, on a dû les doubler sur chacune des régions. On a aussi ajouté EKS. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on a ajouté EKS en plus de COPS. C'est tout simple, c'est qu'à un moment, pour pouvoir fournir de l'isolation à nos équipes, quand des équipes avaient besoin d'isolation de leur workload, la seule solution qu'on pouvait leur proposer, c'était de créer un compte AWS, un VPC et un cluster dédié. Donc on s'est retrouvé à opérer Kubernetes de 2 façons différentes. Un autre point aussi, c'est que sur KOps, on doit gérer nous-mêmes la partie réseau. Donc on a installé du Cilium, et pour être cohérent, on a installé du Cilium partout. Donc en plus d'avoir plusieurs façons d'opérer du cube, on se retrouvait même sur un service manager à opérer nous-mêmes la partie réseau. À côté de ça, on a toujours Aurora MySQL, notre Redis. Par contre, on a ajouté aussi du Postgre, parce qu'on a décidé à un moment que tous nos microservices tournaient sur Postgre. Et le dernier point, sur la droite, vous allez repérer tout un tas d'outils qui sont assez connus, avec du Helm, du Terraform, de l'Atlantis ou Argo pour le déploiement. Vous reconnaîtrez peut-être Teleport et Vault. Et on avait aussi délégué la partie observabilité et la partie de gestion des clusters Kafka à Datadog et Haven. Et sur le schéma, là, vous allez peut-être voir que finalement, notre dépendance au cloud provider est assez limitée. Elle se limite à Aurora et à Redis. Par contre, le reste, soit c'est des outils qu'on opère nous-mêmes, soit c'est des outils en SaaS, ou sinon, tout le reste est dans Kubernetes. Et donc du coup, 2023, retour de la question, AWS, GCP, est-ce qu'on va chez même un autre provider? La question est vraiment sur la table. Et surtout, c'est vraiment la dernière fois où on peut se la poser. Mais en fait, le vrai sujet derrière le changement de cloud provider à back market, ce qui a trigger vraiment ce changement, encore une fois, c'est la question comment changer de trajectoire architecturale et stratégique tout en modernisant sa plateforme en un temps record. Alors vous allez dire, bon, bah, là, c'est un peu, on met tout dedans, on va essayer de tout faire en même temps, et c'est un peu le cas. Notre but, c'était de changer de trajectoire, mais vite, pas réellement de changer de cloud provider. Et ce qu'on sait, c'est qu'à ce moment-là, on ne pourra pas vraiment facilement revenir en arrière. Pour une raison très simple, je vais vous la venir tout de suite. Hop là, c'est qu'avec l'arrêt d'agnosticité, finalement, qu'est-ce qu'on est en train d'acter d'un point de vue stratégique? C'est qu'on va adopter massivement des services managés. On va arrêter de rester agnostique en utilisant les technologies, la plupart du temps aussi, qui sont utilisées par les services managés eux-mêmes. On va vraiment adhérer au catalogue de notre cloud provider. Donc c'est vraiment la dernière fois qu'on peut se poser la question de changer de cloud provider. Parce que là,
Vous l'avez vu tout à l'heure avec des primitives qui étaient très cube-centriques. C'est assez facile de porter des workloads d'un cloud provider à un autre ou même vers du bare metal. En revanche, une fois qu'on a adhéré vraiment au catalogue du provider, ça va être vraiment très compliqué. On sera vraiment plus lock-in. On a réduit les choix à 2 options, après avoir benchmarké et rencontré pas mal de monde, AWS ou GCP. Est-ce qu'on change l'architecture uniquement sur AWS? On reste chez AWS, mais vraiment on essaie de moderniser à fond. Ou est-ce qu'on change de cloud provider? Donc c'est les deux options qui se proposaient à nous. Là, je vais parler d'un gros mot, parfois pour certains d'entre nous, côté tech. Mais en fait, le truc qui est vraiment central pour prendre cette décision-là, c'est d'avoir un decision process qui est extrêmement clair. Comment on va être amené à prendre une décision qui va avoir un impact stratégique et sur la trajectoire de l'entreprise, probablement à très long terme. Et on va vous exposer, nous, quelques points clés des frameworks de decision process qui nous semblent importants. Le premier, c'est le scope. C'est bête, mais il faut vraiment se poser cette question-là. Est-ce qu'on c'est un choix de l'équipe infra de changer de provider? Est-ce que c'est un choix de la plateforme? Est-ce que c'est un choix d'entreprise? Il faut vraiment définir son scope pour savoir qui va prendre quelle responsabilité. Vous voyez juste après, RACI, qui vont être les stakeholders, les owners, les contributeurs, les partenaires, les sponsors, etc. Il faut tous les identifier, il faut lister leurs intérêts. Et donc là, je touche la deuxième partie importante de la stratégie. C'est l'influence. Comment on va mettre tout le monde d'accord? Quels sont les intérêts et les oppositions de chacun? Et il va falloir qu'on se rende compte assez rapidement si ce programme il est tout simplement viable, parce qu'à l'époque, vraiment, maintenant qu'on le présente, c'est plus simple, mais quand on a l'idée, on est face à un grand vide. Et le dernier point, et on ne saura jamais insister suffisamment là-dessus, c'est vraiment de convaincre. On peut avoir le meilleur plan du monde, la meilleure trajectoire architecturale et destination. Si on ne prend pas du temps à convaincre et aligner toutes les personnes qui vont devoir valider ce choix, ça ne marchera pas. C'est un choix très ambitieux. Ça peut générer énormément de craintes sur les C-level également. C'est vraiment important de passer du temps à convaincre. Si on décline ça en 2 axes, donc il y a vraiment la viabilité organisationnelle et business et la viabilité technique. Donc pour prendre les points que j'ai cités précédemment du decision process, nous on commence par documenter tous les challenges et les buts. Encore une fois, on rappelle à tout le monde sur cette documentation quel est l'enjeu. Pour nous, c'est la platform modernization. Ce n'est pas un changement de provider. Donc on le recentre vraiment pour que ce soit le clair de tous, y compris ceux qui sont loin de la plateforme. Pour nous, le scope, il est vraiment évident, c'est une décision d'entreprise. On n'est pas là sur l'équipe infra qui peut faire son choix et nous engager sur des contrats multi-heures à des montants qui dépassent plusieurs millions. C'est vraiment une décision d'entreprise. Donc notre stakeholder, c'est évidemment le COMEX. Et donc on doit aller voir chacun des membres du COMEX. Commencer à essayer de voir chez eux, est-ce qu'ils ont une appétence pour une option ou une autre? Qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que ça évoque des craintes? Est-ce que ça, pour eux, il y a des opportunités à saisir? Et on fait un RACI rapide. Alors nous, à Back Market, à ce moment-là, on aime bien prendre des risques, comme vous l'avez pressenti. On a déjà une migration d'un monolithe back-end en microservices. On a la même chose côté front-end. On éclate en plusieurs services sur notre expérience. Donc pour nous, c'est très clair, on ne pourra pas embêter les ressources produits. C'est impossible, ils ont déjà trop sur leur assiette. On pourra de temps en temps évidemment communiquer, mais on peut se reposer vraiment à plein temps sur les plateformes engineers et sur les staff plus qui sont répartis sur l'ensemble du département technique. Et convaincre, vous revoyez encore ce terme. Et donc, avant de lancer ce genre de migration, en plus de vérifier la viabilité organisationnelle et business, il faut s'assurer que techniquement, c'est possible. Donc la première chose que vous aurez à faire, si vous lancez dans ce genre de migration, c'est déjà valider que vous avez les compétences techniques en interne. Donc nous, de notre côté, depuis toutes ces années sur AWS, nos équipes avaient une certaine maîtrise, une certaine expertise, et on savait qu'en passant sur GCP, on allait la perdre. On a considéré que ce n'était pas forcément un problème, parce que finalement, les concepts restent les mêmes d'un cloud provider à l'autre. Les implémentations sont différentes, mais les concepts restent pareils. Par contre, il y a quelque chose qu'on a appris au cours de la migration, et que si vous vous lancez dans ce genre de migration, il faut prévenir vos équipes dès le début pour éviter de générer de la frustration. C'est qu'il faut leur dire de ne pas essayer de réimplémenter exactement la même chose d'un cloud provider à l'autre. Parce que si vous essayez de réimplémenter la même chose, vos équipes vont se prendre des murs parce qu'il y a des options qui existent ou qui n'existent pas d'un côté et de l'autre. Donc il vaut mieux partir sur les blueprints du nouveau fournisseur. Comme ça, ça vous permet déjà de créer les choses dans les règles de l'art et éviter de vous prendre des murs et vous dire on ne va pas y arriver, c'est trop compliqué. Le deuxième point qui est hyper important,
c'est qu'il faut absolument réaliser un POC et pas se limiter à faire du discovery technique. C'est en faisant un POC, en essayant de confronter votre architecture, vos spécificités, vos particularités aux nouveaux fournisseurs, que vous allez vous rendre compte si la migration sera possible. C'est aussi à ce moment-là qu'il faut commencer à comparer toutes les options. Nous, on a fait une battle card pour comparer les points positifs et les points négatifs de AWS et de GCP. Mais c'est aussi à ce moment-là où il faut commencer à réfléchir à la stratégie, à la durée de migration. Donc nous, on s'était dit, on va migrer en 6 mois, et notre objectif, c'est de bouger 80% de nos coûts de AWS à GCP. Bon, l'intérêt de mettre un objectif chiffré comme ça, c'est qu'il est facile à suivre et qu'il simplifie aussi la priorisation. Quand on sait qu'on doit migrer à un certain montant de coûts, bah, la priorisation est plus facile, on regarde ce qui coûte le plus cher, on le migre en premier. Et le dernier point, c'est convaincre. Cette fois-ci, ce n'est pas convaincre le COMEX, mais il faut convaincre tous les tech leads, parce qu'il faut que les tech leads soient convaincus de cette migration, qu'ils y voient un intérêt, pour qu'ils puissent emmener après avec eux toutes les équipes. Je voudrais revenir sur le POC, parce que pour nous, le POC, ça a vraiment été une étape vraiment cruciale. Et on sait que si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas changé de cloud provider, mais aussi, si les résultats n'avaient pas été convaincants, s'ils n'avaient pas été à la hauteur de nos espérances, on ne l'aurait pas fait non plus. Donc on a demandé à GCP d'organiser un événement pendant 15 jours, dans lequel on ferait venir des gens de back market. Donc nous, on était environ 25 avec des gens de la plateforme, quasiment tous les staffs de toutes les différentes tribes. Et on a demandé à GCP de faire venir aussi des ingénieurs de chez eux. Et notre objectif, c'était de faire tourner notre pré-prod sur GCP au bout de ces 15 jours. Et on ne voulait pas faire tourner une sous-partie de notre pré-prod, on ne voulait pas faire tourner un environnement bouchonné, on voulait vraiment que notre pré-prod réellement puisse tourner chez eux. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on voulait que pendant ces 15 jours, on puisse lister toutes les opportunités techniques que la migration pouvait nous apporter. Donc ça pouvait être déjà en utilisant des services du nouveau de GCP qui n'existaient pas sur AWS, mais ça pouvait être aussi en utilisant des services qui existaient des deux côtés, mais qu'on n'avait pas eu le temps encore d'utiliser sur Amazon. Et le dernier point, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire aussi pendant toute la migration, et c'est un truc qui est un petit peu dans notre ADN, c'est on a dit aux équipes de lister tous les problèmes rencontrés, d'écrire toutes les idées d'amélioration, toutes les pistes qu'ils n'avaient pas pu étudier, pour avoir de la matière après tout au long de la migration. Et là où ça a vraiment été hyper important, c'est que donc ce POC nous a permis de voir que techniquement c'était possible, mais aussi pendant la migration, à chaque fois qu'on avait des problèmes, qu'on prenait du retard ou qu'on avait des difficultés, on arrivait à se dire que techniquement c'était possible et qu'on allait finalement y arriver. Je voudrais revenir aussi sur la comparaison qu'on a faite entre AWS et GCP. Et le premier point qu'on a voulu comparer, c'était la conscience environnementale des deux fournisseurs. Et pourquoi est-ce que ça nous importe? C'est que déjà, Back Market, nous, notre mission, c'est de réduire l'impact environnemental de la tech grâce au reconditionné. Et donc, bien évidemment, réduire l'impact environnemental, ça passe aussi par nous maîtriser le nôtre. Et un indicateur qu'on aime bien suivre, c'est le score CDP. Donc, le score CDP, c'est le résultat d'une auto-évaluation qu'une entreprise fait pour mesurer son impact, mais aussi pour définir les actions qu'elle mène pour réduire cet impact. Et malheureusement, Amazon a depuis toujours le score de F sur cet indicateur. Donc ils ont répondu à un questionnaire tous les ans jusqu'en 2020. Et depuis 2020, ils ne répondaient plus au questionnaire. Bon, ça a changé l'an début d'année. Ils ont mis à jour le questionnaire pour l'année dernière. Maintenant, ils ont le score de B. Mais ça montre quand même l'intérêt qu'ils portent au sujet. De l'autre côté, Google, eux, ont la note de A depuis 2014. Ils mettent à jour leur questionnaire, obtiennent la même note tous les ans. Et aussi, si vous regardez un petit peu les outils qu'Amazon et Google fournissent pour vous permettre à vous de mesurer votre impact, que ce soit au niveau des projets ou pour choisir vos régions, vous voyez que Google propose bien plus de choses, même dans la littérature, dans les études qui sont en train de mener. Vous voyez bien que Google est bien plus moteur sur le sujet, et là-dessus, on est totalement convaincu qu'en allant sur GCP, on a un bien meilleur partenaire.
L'autre point de comparaison, il va peut-être vous surprendre, c'est qu'on ne fait pas cette migration pour des considérations financières. Parce que ce n'est pas le changement de cloud provider en lui-même qui va nous permettre de faire des économies, c'est la modernisation qu'on fait pendant la migration. Donc ce n'est pas le changement de cloud provider qui fait économiser les coûts, mais qui fait baisser les coûts, mais c'est bien la modernisation qu'on applique en même temps. On a aussi comparé l'intérêt pour notre stack de data. Donc bien évidemment, si on restait sur AWS, soit on acceptait de payer des coûts d'égresse, soit on devait penser à une migration. On a regardé aussi les considérations business. Donc bien évidemment, en restant sur Amazon, on finançait indirectement de nos compétiteurs. Après, tout n'est pas rose en allant sur GCP, parce que bien sûr, on augmente notre dépendance vis-à-vis de Google. Et le dernier point de comparaison, c'était la durée du projet. Bien sûr, sur AWS, il aurait été bien plus rapide, parce que même si on reconstruisait toute notre plateforme, on avait déjà l'expertise, on avait déjà une partie de l'outillage, et sur GCP, ça allait durer un petit peu plus longtemps. Donc le résultat de tout ça, on a lancé le projet en septembre, on a commencé à migrer nos premières plateformes courant janvier, et on a fini hier avec notre plateforme européenne. Donc la migration a duré un petit peu plus longtemps que prévu, ça a duré 8 mois au lieu des 6 prévus au départ. Mais après 2 mois de décalage sur des projets comme ça peut être acceptable. On n'a pas encore atteint notre objectif de migration de coûts parce qu'on n'a pas décommissionné la plateforme qu'on a migrée hier. Et comme c'est notre plus grosse plateforme, pour l'instant les coûts n'ont pas été coupés côté AWS. Et tout n'a pas été facile quand même pendant cette migration. Il y a des moments où nos équipes ne voyaient plus forcément, ou ne voyaient pas forcément même, l'intérêt de faire la migration, où ils disaient que le planning n'était pas tenable. Et en fait, c'est dans ces moments-là où il faut avoir vraiment une équipe centrale qui est là pour écouter, pour rassurer, pour expliquer pourquoi on fait les choses, et surtout pour montrer aux équipes la quantité de travail et la qualité de travail qu'ils sont en train de faire. Parce que quand on a la tête dans le guidon comme ça, souvent on a tendance à oublier ce qu'on a fait quelques jours avant, et c'est vraiment hyper important d'être là pour les écouter, les rassurer. Et surtout, il faut que les équipes soient vraiment fières du travail qu'elles sont en train de réaliser, parce que déjà, c'est des projets que dans une carrière professionnelle, on ne fait pas forcément souvent, mais derrière aussi, c'est eux qui vont se retrouver à opérer la plateforme. Donc il faut vraiment que les équipes soient contentes du travail qu'elles sont en train de faire et qu'elles s'en rendent compte. Au niveau des temps de migration d'une plateforme, nous, ce qu'on s'était dit quand on a migré notre première pré-prod en Asie-Pacifique, on était arrivé sans plan, on avait juste dit aux équipes, on se réunit pendant 2 jours et l'objectif c'est de migrer la pré-prod en 2 jours. Donc on savait que les équipes allaient prendre des raccourcis, on savait qu'elles allaient faire des choses à la main, mais par contre on leur a dit, tracez tout, écrivez les raccourcis que vous prenez, écrivez les idées d'amélioration, les idées d'automatisation qu'il faudra mettre en place pour les prochaines fois. Et grâce à ça, en reprenant cette liste, en la faisant évoluer au fil des migrations, on est passé de la première migration de 5 jours à la dernière migration qui a duré 2 heures. Ces slides ont été écrits avant la migration de l'Europe il y a 24 heures. Il est possible que ce soit un peu plus de 2 heures. Non, 1h40. 1h40 hier. Et pour finir, si vous voulez voir à quoi ressemble notre plateforme maintenant sur GCP, donc vous pouvez voir qu'on a totalement supprimé les clusters COPS self-managés. Maintenant, tout tourne dans GKE. On n'opère plus nous-mêmes la partie réseau, on s'appuie sur Dataplane V2 et on délègue la gestion à GCP. Vous pouvez voir qu'on a supprimé MySQL parce qu'on a profité aussi de la migration pour migrer le moteur de base de données de notre monolithe. Donc cette migration a été un petit peu plus compliquée, un petit peu plus douloureuse que ce qu'on avait prévu. Mais par contre, maintenant qu'on a migré, que tous nos services, que ce soit notre monolithe, tous nos microservices tournent sur Postgre, on est bien satisfait du résultat. Au niveau des outils sur la droite, vous verrez qu'il y a un petit nouveau. Il y a Crossplane, on va profiter de la migration pour intégrer Crossplane à notre écosystème et permettre aux devs de créer leurs ressources cloud via Crossplane. Donc maintenant, ils peuvent déployer leur workload en utilisant les API Cube, mais aussi provisionner l'infra GCP avec. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est on a profité de la migration pour créer une infrastructure dédiée pour nos workloads de paiement qui pourra être auditée dans le cadre de PCI DSS.
Et si on fait quelques conclusions, et pour parler peut-être très rapidement de la base de données, la raison pour laquelle on a changé aussi de moteur de MySQL à Postgres, c'est aussi une question de catalogue, encore une fois, de cloud provider. Sur AWS, vous avez le choix vraiment entre plusieurs flavors, MySQL et Postgres notamment. Sur GCP, le service qui est plus ou moins équivalent, c'est AlloyDB, mais AlloyDB c'est Postgre. Donc là vous n'avez plus réellement le choix pour nous, donc du coup c'était une contrainte. Pour tous les workloads qui ne tournaient pas sur Postgres, et pour nous c'était le monolithe, donc vraiment la base de données centrale, on devait passer sur Postgres. Si on vient un peu aux conclusions, on va essayer de donner quelques suggestions. Bye, 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 make later. Encore une fois, c'est ce qui nous a vraiment sauvé l'adhérence à un certain nombre de SaaS, de third party qui sont très proches de l'écosystème cloud native. C'est ce qui nous a permis très rapidement de faire un plan qui est réaliste en 6 mois, à l'échelle qu'on a maintenant atteint. Faites un vrai POC. Antonin a vraiment insisté dessus, mais c'est super important. Si on vous propose une tech discovery, vous allez faire du gRPC en face sur un petit service manager. C'est intéressant, mais en fait, la réalité, c'est que c'est très très loin de notre quotidien opérationnel. C'est très très loin des réalités qu'on va peut-être prendre en pleine face pendant une migration. Donc, faites un vrai POC. Approchez-vous le plus possible de votre réalité opérationnelle. En POC, tracez les difficultés, les décisions. C'est une évidence, comme on le disait, mais vous allez y faire plus tard face, en fait, si vous migrez. Donc, plus vite on liste les difficultés qu'on sait qu'on va avoir, plus vite on pourra préparer des plans pour anticiper. Petit message toujours sur les early stage engineers et les founders ou les personnes qui travaillent en contexte d'hypercroissance. L'inertie, encore une fois, c'est ce qui peut tuer réellement un changement. Donc prendre des risques, paradoxalement, c'est moins dangereux que de ne pas bouger ou de mettre trop de temps avant d'établir un plan. Les hors budget, j'en ai parlé. Et à la fin, nous, on a fait le choix d'empiler beaucoup de programmes techniques avec Market. Je ne vous cache pas qu'effectivement, ça reste quand même un contexte relativement intense quand on fait plusieurs programmes majeurs architecturaux en même temps. Mais la réalité, c'est qu'encore une fois, sur cette même idée d'inertie, c'est plus dangereux pour nous d'apprendre des programmes qui sont plus longs que de réellement les compresser et d'essayer de s'en débarrasser, entre guillemets, assez vite. Pour la partie leadership, la culture de la prise de risque est vraiment importante. Chez nous, elle est très très présente. Et point important, et je pense que vous avez compris que c'est le sujet aussi de ce talk, changer de cloud provider, ce n'est pas juste un sujet technique. On a beaucoup de gens onboardés à convaincre, parfois des gens qui sont complètement opposés à l'idée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas trouver un moyen de les convaincre, il faut juste une stratégie pour le faire. Et donc une stratégie technique, c'est bien, convaincre, c'est mieux. Préparer une stratégie qui dépasse de loin vos ambitions techniques pour être sûr qu'on avance tous ensemble. Et des bases de programme management, un peu deuxième gros mot entre guillemets avec le decision process. On pense fortement que le programme management chez les IC, donc chez nous, les devs, des bases, c'est vraiment indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous permet de plus rapidement remonter certaines difficultés ou certains challenges à un TPM. On a eu la chance d'avoir un TPM sur le programme chez nous. Donc les bases de programme management, avoir les bons réflexes, c'est hyper important. C'est pas du reporting, c'est vraiment plus réfléchir à stratégiquement qu'est-ce qui va impacter ma timeline, comment je peux anticiper mes cross-dépendances, comment je peux, etc., réajuster si nécessaire. C'est vraiment important. Et un message qu'on voulait absolument passer, on a hésité à vous mettre des photos il y a 24 heures, finalement on est resté sur le slide qu'on avait préparé un peu avant. On n'a pas de photos des 80 personnes qui ont participé des 80 personnes de la plateforme, 80 plateformes ingénieurs qui ont participé à cette migration, mais on voulait absolument au moins vous mettre une photo d'une partie de l'équipe, parce que la réalité c'est que si Antonin et moi aujourd'hui on se fait messager de ce qui s'est passé pendant la migration, qu'on vous raconte cette histoire, la réalité c'est qu'il y a 80 personnes et même plus qui ont travaillé sur le sujet. Et en fait, c'est réellement grâce à eux qu'on en est là. C'est eux qui ont fourni cet effort intense pendant 6 mois et on voulait vraiment le mentionner, c'était important pour nous. Et merci à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés. On serait ravis de répondre on a encore un peu de temps pour répondre à toutes les questions que vous auriez. N'hésitez pas à nous agripper, pas trop violent quand même, mais dans les couloirs pour qu'on puisse répondre à vos questions. S'il y a des gens qui ont des idées qui sont comparables, et qui voudraient des petits conseils ou même carrément une discussion, on est là réellement pour discuter avec vous, avec grand plaisir. Merci à tous. Merci.
Merci beaucoup pour ce super talk qui était très intéressant. J'ai une question qui peut paraître un peu anecdotique, mais pourquoi vous avez exclu Azure de la comparaison, sachant qu'au niveau environnemental, il est juste derrière Google en plus? Excellent point. Alors d'ailleurs, dans le CDP, dans les scores CDP, les scores sont équivalents en fait entre Azure et GCP, donc notamment aussi pour des raisons de durabilité, de coût. On avait effectivement, c'était un vrai candidat. On a décidé de l'écarter pour 2 raisons. C'était vraiment quand on commençait dans les early stages à discuter avec eux, on voyait qu'il y avait vraiment une stratégie de négociation en bundling, et nous on était intéressés par quelque chose de très précis. Donc c'était pas forcément quelque chose qui nous intéressait. Et 2, c'était après avoir investigué leur catalogue, on a vu qu'il y avait vraiment un certain nombre d'outils qui ne convenaient pas du tout à ce qu'on venait faire en termes de philosophie, qui nécessitaient vraiment de changer beaucoup de choses. Et nous, notre but, encore une fois, c'était de le compresser, de changer de strat. Donc ça nous semblait déjà un risque de changer de cloud provider. On ne voyait pas changer en plus la philosophie, changer le catalogue complètement, et personne chez nous n'avait réellement d'expertise sur Azure. Donc on s'est dit que c'était pas ça. Et on est déjà intégré aussi avec tout l'écosystème Google Workspace et la partie BigQuery aussi. Et donc on n'aurait pas regroupé, on n'aurait pas tout regroupé. En fait, et comme l'a dit Antonin tout à l'heure, on utilise BigQuery depuis 2019. Donc en fait, quand on faisait un forecast des coûts digress, quand on regardait les coûts digress sur le moment, c'est acceptable, mais quand on fait un forecast à 10 ans, c'est vertigineux. Du coup, pour nous, il y avait quand même cette question-là. C'est-à-dire que si jamais on allait faire GCP, du coup, on résolvait complètement cette question-là. Et si on restait sur AWS, il fallait qu'on arrête BigQuery. Ou en tout cas qu'on se dise que ça ne sera pas sustainable sur plusieurs années. Merci encore pour la présentation. Là, vous avez mis l'accent sur le fait de choisir entre AWS ou GCP. Est-ce qu'à un moment, vous avez considéré la possibilité de conserver les deux, d'avoir une partie peut-être des workloads sur Amazon et l'autre sur GCP? Alors oui, totalement. Plutôt dans la phase 2018 à 2023, moins récemment, parce que je pense que comme nous tous, on voit des choses intéressantes des deux côtés. Ils ont forcément des assets des deux côtés. Aurora, c'est vraiment une très belle technologie. BigQuery également. Il y en a d'autres. Mais en fait, c'est pas réaliste encore une fois pour ces coûts digress. Alors nous, on l'a vu sur un schéma à un moment donné qu'a montré Antonin. On avait fait le choix d'avoir du load balancing qui était fait au niveau de Cloudflare, ce qui nous permettait de dodger certains coûts digress. Il faut savoir qu'il n'y avait pas ou très peu de communication entre les deux clusters. Donc c'est vraiment, on essaie de paralyser le plus vite possible. Mais c'était pas forcément. Non, et puis à opérer, on aurait dû opérer quand même de façon différente, avoir plusieurs. On n'aurait pas réglé le problème de cette disparité. Voilà, donc on voulait standardiser les choses et avoir une seule façon de faire. Et surtout, ça aurait fait une explosion de la complexité à gérer, pour vraiment sous la forme d'opération. Mais déjà, en fait, à l'époque, ce qu'il faut se dire, c'est que gérer des clusters avec KOps, même si on s'est construit l'expertise au travers du temps et on se sent vraiment à l'aise, la réalité, c'est qu'une montée de version avec KOps, c'est quand même un peu plus chiant qu'avec EKS ou GKE. Donc rajouter en plus de l'hétérogénéité de stack, on allait se faire le grand écart, quoi. Une dernière question, et après vous pourrez poser des questions supplémentaires à l'extérieur dans le couloir. Merci. Alors, bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question par rapport aux équipes. Cette migration donc, depuis AWS et GCP, comment ils ont été intégrés déjà dans le projet? Est-ce que c'était déjà dès le début, dans le processus de décision? Et surtout, est-ce que vous avez perdu beaucoup de monde en chemin? Tu parles des équipes plateforme ou Oui, c'est ça. Plateforme en particulier. Ouais. On a perdu 50% des effectifs, mais ça va. Sinon, non, on a eu. C'est un vrai sujet. Il y a, comme le disait Antonin, il y a de la réticence des fois parce qu'on voit la montagne qu'on est en train de se mettre et on se dit est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? On sait que ça va être stressant, on sait que ça va être intense. Donc forcément, quand on fait partie des équipes, on se dit bon. Je veux bien, mais il faut vraiment que ça ajoute de la valeur et que moi, j'en tire aussi quelque chose personnellement. Au début, on n'avait pas tout le monde onboardé, clairement. On avait encore beaucoup de gens à convaincre, c'est clair. Je pense qu'on a perdu 0 personne dans l'effort du tout. On a même réussi à onboarder pas mal de gens et je pense qu'ils peuvent être vraiment fiers de ce qu'ils ont fait parce qu'en 6 mois, c'était pas quand même pas... Enfin, 8 mois au final, mais c'était pas gagné. Donc non, on n'a perdu personne. D'un point de vue, comment les onboarder ? Je pense qu'il n'y a pas de formule magique, ça doit dépendre réellement de la culture de chaque entreprise.
Mais nous, à Back Market, il y a quand même un tissu d'empathie qui est assez fort. Parce qu'on est tout le temps à la prise de risque. Donc en fait, quand on sait que les plateformes ingénieurs vont prendre un peu quand même une charge importante, il y a quand même des réflexes d'aller se parler, de trouver des moyens de s'aider, d'essayer de se soutenir. Et ça crée un tissu qui rend confiant quand même, quoi. Sur la partie DB, par contre, Antonin l'a vraiment bien dit, sur la partie DB, ça a été dur. Changer de moteur, c'est pas simple. Et là, en fait, on se reposait sur beaucoup moins d'ingénieurs à l'intérieur de la plateforme. Donc eux, ils ont pris quand même une charge importante. Ils ont tenu, très clairement. Ouais. Mais c'était intense, ouais. Merci à tous. Merci.